Donc, on va parler de micro-organismes et de pesticides, avec une introduction brève pour dire que les sols et les sédiments aussi constituent un réservoir de diversité biologique et un patrimoine naturel, dans le sens où, à l'échelle de la vie humaine, les sols ne sont pas renouvelables. Ils mettent plusieurs millions d'années pour se constituer. Donc c'est un réservoir de diversité, 1 milliard de bactéries dans 1 gramme de sol, vous voyez ce tube Eppendorf, et 1 million d'espèces bactériennes. Ça représente une biomasse, 1,5 tonnes par hectare. Évidemment, il y a des variations. Et on a aussi une grande diversité de champignons qui peuplent les sols, constituent la microflore. Et ce microbiote constitue un support de services écosystémiques qui sont remplis par les sols, au nombre desquels on peut citer le stockage du carbone, par exemple, l'effet barrière sur la propagation de pathogènes, ou encore la purification de l'eau avec la biodégradation des pesticides. Donc ça contribue à la qualité de l'environnement et au concept de One Health, donc santé de l'homme et santé de la production primaire. Alors malgré tout cela, malgré ce constat, on peut constater que le sol demeure le parent pauvre du point de vue réglementaire quand on parle application de produits phytosanitaires, parce qu'on a vu une présentation ce matin de M. Bouzou qui nous a rappelé les processus qui sont impliqués dans l'homologation. Quand on parle de l'évaluation de l'effet a priori causé par les pesticides au cours du processus d'homologation, on a 2 tests qui sont réalisés pour évaluer l'effet sur l'impact de la microflore. La minéralisation de l'azote, un test au CDE, la minéralisation du carbone, qui sont 2 fonctions vitales pour le sol, mais qui ne rendent évidemment pas compte des effets produits sur la diversité et sur d'autres fonctions écosystémiques. Il y a aussi le test de biodégradabilité que j'ai cité ici des pesticides, parce qu'ils font référence aussi à une activité microbienne. Il n'y a toujours pas d'évaluation a posteriori pour les sols, ça a été cité dans l'exposé des étudiants, et ça en grande partie parce qu'il n'y a pas de directive cadre, bien qu'elle a été proposée en première lecture à la Commission européenne en 2006. Donc en fait, de l'évaluation a priori, on passe directement à la situation des sites et sols pollués, qui fort heureusement ne concernent pas les espaces agricoles. Si on nommait par exemple le cas de la contamination au chlordécone qui sera abordé par Magali Janoyer. Il y a une évolution du cadre réglementaire, donc je vais juste dire 2 mots. L'EFSA, donc European Food Safety Authority, écrit des scientific opinions avec des experts scientifiques, et en général ces scientific opinions peuvent être pris pour faire évoluer l'homologation. Alors, on a parlé d'objectifs de protection ce matin. Donc, dans les nouveaux objectifs de protection qui ont été proposés par l'EFSA pour l'homologation des produits phytosanitaires, il a été fait référence aux services écosystémiques, et notamment aux services écosystémiques remplis par les sols. Donc ici, on retrouve un certain nombre de services écosystémiques, de régulation, de support, qui ont été cités par l'EFSA. Et la difficulté pour évaluer ces services écosystémiques, aujourd'hui on ne sait pas le faire, c'est qu'il faut identifier des groupes fonctionnels, c'est-à-dire des entités écologiques qui peuvent rendre compte de l'effet de ces pesticides sur des éléments clés, des proxys, des services écosystémiques rendus par les sols. Pour les micro-organismes, il a été proposé de travailler sur des groupes fonctionnels. Alors si on regarde un peu dans le détail de ces objectifs spécifiques de protection, donc si on prend par exemple un service écosystémique, donc water purification par exemple, donc water purification c'est la fonction qui est associée, c'est la biodégradation des pesticides. Et après vous avez les effets qu'on peut tolérer ou pas sur chacun de ces attributs. Encore plus récent, donc là les éléments que j'ai tirés c'était sur un opinion de 2010, ça a été publié en janvier 2016, et là en fait ça s'ajoute à la proposition de changer les objectifs de protection en prenant en compte le concept de récupération écologique qui est illustré par ce schéma,
où en fait, suite à l'application d'un stresseur, donc pour l'EFSA, un stresseur régulé, c'est les pesticides, les OGM, les feed additives. Suite à l'exposition de ce stress, on a un effet transitoire et une résilience éventuellement. Donc pour être capable d'évaluer cet effet transitoire, de le qualifier et d'en accepter ou pas son effet, il faut être capable de connaître la plage de fonctionnement, ce qu'on appelle en anglais le Normal Operating Range, c'est-à-dire la variation du service écosystémique ou du proxy utilisé pour évaluer ce service. Et il faut être aussi en capacité d'évaluer la résistance et la résilience de ce proxy. Donc pour l'instant, ce ne sont que des opinions scientifiques, ça n'est pas traduit dans le cadre réglementaire. Donc il y a de nombreux challenges à relever pour cela. Il faut déjà identifier les fonctions écosystémiques à définir comme objectif de protection, identifier les organismes clés, qu'est-ce qu'on suit, des communautés microbiennes, la diversité, la structure, l'abondance, donc c'est l'attribut en fait. Quel attribut suivre? On a évidemment besoin de continuer à apprendre comment fonctionnent les micro-organismes dans ces environnements complexes. On a vu que c'était quand même le sol un environnement complexe. Définir les plages de fonctionnement de ces différentes communautés, des différents attributs. Et enfin, appliquer cela dans différents contextes, l'évaluation a priori, donc au cours de l'homologation, ou a posteriori, dans le cadre de multicontamination. Et évidemment, ceci est une liste non exhaustive des challenges qui nous restent à relever pour cela. Donc l'écotoxicologie microbienne, c'est on va dire un nouveau front de science qui vise à évaluer l'impact des pesticides sur des fonctions écosystémiques portées par les sols. Donc, vous voyez qu'ici, ça consiste à évaluer l'effet de l'application de pesticides sur le tripode abondance, diversité, activité de la communauté microbienne, de communautés microbiennes fonctionnelles qui vont rendre un service écosystémique dans l'environnement. Et on est dans un milieu complexe avec des facteurs abiotiques, intrinsèques ou extrinsèques, et des facteurs biotiques tels que les vers de terre que Yvan nous a évoqués. Donc, on m'avait dit pour consigne de parler de biodégradation en 2 slides, donc je vais juste le faire, puisque je fais l'évaluation de l'impact écotoxicologique plutôt. Donc l'application de pesticides peut conduire à des effets adaptatifs, de tolérance ou de mise en place de biodégradation, et ça conduit à l'atténuation des contaminants, de la contamination par les résidus de pesticides. Et à contrario, l'application de pesticides peut produire des effets écotox, d'inhibition ou de toxicité vis-à-vis des micro-organismes. Là, j'ai cité 2 projets européens dans lesquels nous sommes impliqués. Donc, rapidement, l'adaptation à la biodégradation, le cas de l'atrazine. Donc, suite à l'application répétée de pesticides, donc ici, vous avez un graphique au cours du temps où on suit le pourcentage de minéralisation du pesticide, c'est-à-dire sa transformation en CO2. On peut s'apercevoir que d'une transformation d'ordre 0, on passe à une cinétique d'ordre 1, où on a une rapide minéralisation de ce composé, et cela résulte de l'adaptation microbienne. Je vais vous dire en quoi ça consiste. Donc l'avantage du point de vue environnemental, c'est que ça diminue la persistance du pesticide dans les sols, et donc son possible transfert vers des compartiments aquatiques ou aériens ou des effets écotoxicologiques, mais du point de vue agronomique, ça diminue l'efficacité des pesticides et favorise l'apparition d'adventices résistantes. Donc là, c'est du vulpin dans une parcelle traitée à l'isoproturon pour lequel le sol avait été montré comme étant adapté à la biodégradation accélérée. Alors, le cas de l'atrazine, c'est brevet 1959. Pendant 40 ans, ce qu'on sait de l'atrazine, c'est qu'elle est dégradée de manière cométabolique par des enzymes génériques de style cytochrome P450, c'est une monoxygénase, et ça aboutit à l'accumulation de 3 métabolites, dont le déséthylatrazine et le déisopropylatrazine, qui sont toujours détectés dans les cours d'eau en France, donc qui attestent en fait de la transformation de ce composé-là par les micro-organismes du sol. Et puis dans les années 90, une équipe aux États-Unis a découvert un micro-organisme, Pseudomonas spadp, qui était capable de transformer entièrement
l'atrazine en CO2 et NH4 grâce à 6 gènes, ATZ, A, B, C, D, E et F, qui avaient été recrutés et qui étaient capables de transformer ce composé-là. Donc, pour vous illustrer un peu la complexité de ces voies de dégradation, on part d'un composé, on va avoir 6 composés intermédiaires dans la voie métabolique, avec la voie haute qui va aboutir à la transformation de l'atrazine en acide cyanurique, et la voie basse qui va transformer l'acide cyanurique en CO2. Et puis, avec le temps, on s'est aperçu qu'il y a d'autres gènes qui peuvent être impliqués dans ces transformations. TRZN qui peut faire la même chose que ATZA, ou TRZD la même chose TRZD, la même chose qu'ATZD. Et on a même montré dans notre équipe l'existence de voies mixtes, c'est-à-dire avec un TRZN, ATZBC et formation d'un intermédiaire métabolique, l'acide cyanurique, qui s'accumule dans l'environnement. Donc vous voyez que les questions d'adaptation des communautés microbiennes peuvent permettre une atténuation à terme de la contamination dans l'environnement. Voilà, 2 slides. Donc maintenant, je vais parler de l'impact écotoxicologique des pesticides et vous présenter plutôt ce qu'on a fait dans le cadre d'un projet européen que j'ai coordonné et qui visait à tester l'effet de pesticides faiblement dosés, donc en l'occurrence on a choisi des sulfonylurées, sur des fonctions et des populations microbiennes. L'idée, en fait, c'était de se mettre dans un cadre réglementaire. Donc, je parle de Tier 1 et Tier 2. Donc, si je reprends la présentation de ce matin, c'était Tier 3 et 4. Mais bon, donc, disons que notre idée, c'était de faire une expérimentation qui allait du laboratoire au champ. Donc, on avait un collaborateur en Serbie qui nous a mis en place un essai-bloc randomisé avec 5 répétitions par traitement, 3 doses, 1, 2, 5 fois la dose agronomique et un bloc contrôle. On a testé l'apport du nicosulfuron, qui est utilisé pour prévenir la croissance de plantes adventices dans les cultures de maïs. Et le mode d'action de cette sulfonylurée, c'est l'inhibition de la biosynthèse d'aminoacides. À noter que cette cible, l'enzyme AAHS, est présente aussi dans des organismes non cibles. Du point de vue réglementaire, un organisme non cible, c'est autre chose que la mauvaise herbe ciblée. Et donc, cette cible est présente dans les micro-organismes. Donc, on a mis un Tier 1 scénario. Donc là, c'était des conditions... le Tier 2 scénario, c'était des conditions réalistes d'exposition. Et le Tier 1 scénario, c'était des conditions extrêmes d'exposition dans lequel en fait on mimait l'accumulation des cinétiques d'accumulation du pesticide dans les sols. Ça revient un peu à traiter de la question qui a été évoquée ce matin sur qu'est-ce qu'on connaît des stocks de pesticides dans les sols. Donc là on s'est mis dans une idée de cinétique d'accumulation. Donc on a fait des cultures répétées de 40 jours au laboratoire, traitées ou non, avec des doses croissantes de nicosulfuron. Et ensuite, on a utilisé des échantillons prélevés dans ces 2 scénarios contrastés pour tester la pertinence de standards ISO qui étaient connus, mais qui ne sont pas appliqués dans le cadre réglementaire pour l'instant, pour l'homologation des produits. Donc un qui consistait à évaluer l'abondance de la communauté microbienne simplement par de la biomasse microbienne, la diversité par les PLFA, l'activité par la mesure d'activité enzymatique. Et puis, on a voulu aussi développer, tester, proposer des nouvelles méthodes pour estimer l'impact de ces pesticides en ciblant, en utilisant des méthodes moléculaires basées sur l'extraction de l'ADN du sol. Donc c'est une méthode qui a été développée au laboratoire et qui est maintenant une norme ISO, en utilisant des qPCR qui permettent d'estimer l'abondance de groupes microbiens. C'est aussi une norme ISO qui a été développée au laboratoire. Et puis aussi en étudiant la diversité bactérienne par des techniques de pyroséquençage, donc c'est des techniques de séquençage haut débit. Et puis ensuite, on a voulu cibler des groupes microbiens spécifiques, tels que les champignons mycorhizogènes, qui forment une symbiose avec les plantes, le cycle de l'azote, en ciblant plus particulièrement les dénitrifiants, et puis en identifiant et en qualifiant l'abondance, la diversité et l'activité de bactéries tolérantes au nicosulfuron. Comme je vous ai dit, le nicosulfuron touche
les organismes portant le gène AAHS. Donc ici, nous avons les méthodes qui ont été employées pour évaluer l'impact sur la communauté microbienne, la communauté microbienne impliquée dans le cycle de l'azote, celle qui est résistante tolérante aux nicosulfurons, par des techniques moléculaires et par des techniques classiques pasteuriennes. Donc quelques résultats. Donc pour qualifier le scénario d'exposition, la première chose à faire, c'est de vérifier la persistance du pesticide au cours de l'expérimentation. Dans l'expérimentation Planchon, on voit qu'on est bien dans un contexte agricole classique avec une dissipation très rapide, avec des temps de demi-vie en 4 et 5 jours, ce qu'il y a dans la littérature. Par contre, dans le scénario Tier 1, on a une accumulation du nicosulfuron au cours des cycles de culture, ici, assez clair. Donc ensuite, on a évalué l'impact de ces traitements sur les différents paramètres mesurés. Donc ici, on a l'abondance, la composition, l'activité, les populations tolérantes. On s'aperçoit que seules des modifications significatives ont pu être observées en termes d'activité et de population. Donc sur ce graphique, on voit l'analyse de la composition de la communauté microbienne réalisée par PLFA. La seule chose qu'on voit, c'est un effet de ségrégation des échantillons au cours du temps. C'est quelque chose qui est assez connu. Il y a simplement, le climat avait évolué, donc c'était plus sec. Donc on a vu une évolution de la structure de la diversité microbienne, de la composition et de l'abondance microbienne au cours du temps. Ce qu'on a vu, comme je vous disais, c'était une modification, une augmentation significative de l'activité phosphatase et une diminution significative de l'activité cellobiohydrolase, et ces effets étaient transitoires. Une résilience était obtenue après 50 jours, on revenait à l'état initial. Par contre, ce qu'on a pu montrer, c'est qu'on avait un changement de la composition de la communauté qui présentait le gène cible, AAHS. Comme vous le voyez, ici on a les plots contrôle et ici les échantillons exposés et en Tier 1 et Tier 2. Et on s'aperçoit que suite à l'exposition au nicosulfuron, on a vu apparaître, on a vu une augmentation de la diversité microbienne cultivable présentant des gènes tolérants au nicosulfuron. Donc c'est peut-être un indicateur d'exposition. Dans Tier 1, donc là on est dans le scénario d'accumulation du pesticide. Donc là, je vous ai présenté quelques résultats. Simplement, tous les indicateurs qu'on a utilisés répondaient. Donc ici, simplement la composition de la communauté microbienne. On a différents taxons microbiens, ici des bactéries, des crénarchés et des champignons. On s'aperçoit que sur les différents taxons microbiens, ici vous avez le contrôle en foncé, et puis les différents traitements. Les champignons, les planctomycètes, les actinobactéria et les bêta-protéobactéries étaient diminués en réponse à l'exposition aux pesticides. On a fait, donc, comme je vous le disais, des analyses de diversité en utilisant l'ADN des sols et en faisant ce qu'on appelle du pyroséquençage d'amplicon, ARN16S. Donc, grosso modo, ça nous permet d'avoir des tags qui nous permettent d'identifier les populations microbiennes et ensuite de travailler à l'échelle de la communauté. Donc, chaque point représente une communauté. Donc, les points rouges, vous avez les communautés qui sont dans le contrôle et les points bleus sont les communautés qui sont dans le traitement exposé au nicosulfuron. Et vous voyez que selon l'axe 1, qui représente 37% de la variance des résultats, on a une migration selon cet axe 1 qui signifie qu'on a une modification de la diversité bactérienne en réponse à l'exposition. On peut aller plus loin, donc là c'est l'alpha-diversité. Donc là on est sur une communauté, chaque point représente une communauté, et après pour chaque communauté, on peut dire quelle est la bactérie. Donc ça s'appelle c'est un arbre phylogénétique, je pense que, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais on peut dire qui est la sœur ou la cousine ou la mère, voilà, des relations taxonomiques. Et on s'aperçoit comme ça qu'on peut identifier des bactéries qui sont spécifiques du traitement contrôle, les vertes ici, donc ça c'est l'abondance relative,
ou alors les rouges spécifiques du traitement nicosulfuron. Donc avec l'idée que en fait, ces taxons pourraient représenter des indicateurs d'exposition à terme, si on comprenait vraiment ce qu'on observait. Parce que après, je fais une analyse critique de ce que je vous montre, hein, quand même. Parce que là, on est loin de le transférer l'appliquer tout de suite. On peut faire la même chose, le même type d'analyse, avec en suivant le gène AHAS, donc la cible de l'herbicide. Et là, on s'aperçoit, même chose, que le contrôle qui est là, la communauté contrôle, elle migre sur l'axe 1 ici. Et quand on regarde là, je ne peux pas vous montrer un arbre phylogénétique parce qu'on n'a pas, quand je vous dis qu'il faut qu'on acquiert encore plus de connaissances, pour faire un arbre phylogénétique, il faudrait qu'on ait dans les bases de données les séquences correspondant à ce qu'on a identifié. Or, nous ne l'avons pas. Donc on peut juste se contenter de faire des courbes de raréfaction comme ça. Ici, donc en fait, plus le nombre est élevé, plus la diversité est importante. Donc ici, vous avez l'échantillon contrôle, AT2, et ici, vous avez l'échantillon exposé au nicosulfuron. Donc vous voyez que suite à l'exposition au nicosulfuron, on a bien une diminution de la diversité. Et puis là, la même chose pour le T4 contrôle et le T4 nicosulfuron. Donc on voit bien qu'il y a une diminution de la diversité en réponse à l'exposition. Donc on peut résumer comme ça ce qu'on a observé. Donc avec les différents types de méthodes, les attributs auxquels je faisais référence quand je parlais de l'étude EFSA, Scientific Opinion, le scénario d'exposition, donc ici scénario extrême, un scénario plein champ réaliste. Donc on s'aperçoit ainsi qu'on peut avoir une grille de lecture d'un effet sur différentes fonctions microbiennes remplies par les sols. Alors le problème, c'est comment est-ce qu'on fait pour interpréter ces données? Quelle est la valeur des observations, la valeur biologique des observations que je présente? Statistiquement, c'est valide. Par contre, qu'est-ce que ça veut dire si je vois une diminution de la diversité bactérienne? Est-ce que fonctionnellement, il y a suffisamment de diversité pour qu'il y ait de la redondance fonctionnelle et que donc les fonctions portées par cette diversité existent toujours? On ne sait pas. Donc, en fait, il nous faut, pour l'instant, approfondir ces études. Comme vous l'avez vu, c'était un projet européen qui a duré 4 ans, qui a impliqué 5 partenaires, qui nous a coûté un peu plus d'1,5 million d'euros. Ça n'a rien à voir avec les 150 millions d'euros tout à l'heure. Mais c'est un sol, un pesticide, sans S, 2 scénarios d'exposition. Ça reste une étude de cas. Nous avons en Europe des milliers de sols, des centaines de pesticides. Alors l'idée, pour aller plus loin, ça serait d'utiliser une typologie in silico des pesticides. Donc ça, c'est un article qui a été publié l'année passée, où en fait, c'est une méthode qui permet de classer les pesticides en fonction d'un certain nombre de paramètres, des paramètres environnementaux, des descriptifs moléculaires. Ça permet de les classer dans différentes classes. Donc l'idée qu'on a, c'est de choisir plusieurs pesticides dans chacune des classes. Donc vous avez 5 classes ici qui sont avec des codes couleurs. Choisir des pesticides dans chaque classe, tester leur impact écotoxicologique sur les micro-organismes de différents types de sols. Ce matin, dans la présentation de M. Bouzou, il y avait 3 scénarios, je ne sais pas si ça passait vite, mais 3 scénarios qui étaient considérés dans le dossier d'homologation. Un scénario scandinave, tempéré, méditerranéen. D'ailleurs, j'ai vu que le point rouge était en Bretagne, donc c'était pas bon. Et donc l'idée, ça serait de choisir plusieurs pesticides dans chacune des classes, de tester leur impact écotoxicologique, en gardant en tête le principe d'homologation actuel, c'est-à-dire ces 3 scénarios pédoclimatiques. Et ensuite alimenter le QSAR pour éventuellement un jour arriver à faire de l'écotoxicologie prédictive sur un certain nombre de proxys de fonctions écosystémiques remplies par les sols. Voilà, je vous remercie pour votre attention.